Bonjour à tous, merci d'être là. Alors pour la première fois, Anticor organise son université à Paris. On nous a dit, il se passe jamais rien à Paris, on s'ennuie à Paris, c'est toujours tout pour la province. Donc on a entendu cette récrimination et donc on vient à Paris pour notre université. Il y a une autre raison, c'est qu'on a à Paris le groupe local le plus étoffé de France, puisque Anticor est structuré également en groupes locaux. Et le groupe le plus important est le groupe de Paris, piloté d'une main de maître par nos deux co-référents, Jean-Yves Lucas et Alexandre Calvez, qui sont des valeureux bénévoles. Et comme tous les valeureux bénévoles à Anticor, au bout d'un moment, vous êtes punis. On dit que, voilà, tu travailles bien, mais du coup, tu vas organiser l'université d'Anticor. Et donc, on pourrit le temps libre de nos bénévoles pendant 3 mois. Donc, voilà. Mais c'est de votre faute. Et puis, si vous continuez comme ça, vous finirez président Anticor. Et là, vous n'aurez plus aucun temps libre pendant 3 ans. Et plus aucun ami. Voilà. Donc, méfiez-vous et faites attention. Voilà. Donc, Anticor, ça a été un peu présenté. C'est une association de loi 1901. Créé le lendemain du 20 avril 2002, le premier tour de l'élection présidentielle, où a été qualifié Jean-Marie Le Pen, qui montrait quand même une certaine exaspération des Français. C'est une association qui a regroupé des élus et des citoyens qui voulaient réhabiliter la démocratie représentative. C'est une association aujourd'hui agréée par le ministère de la Justice et agréée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est une association qui refuse les subventions pour rester indépendante, et nous vivons exclusivement de nos cotisations et de nos dons, ce qui fait que nous avons très très peu de moyens et très très peu d'argent. Alors Anticor est surtout connu pour ses recours et ses plaintes, même si on en fait évidemment pas suffisamment par rapport à ce qu'il faudrait, par rapport aux besoins. C'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins en la matière, mais parfois c'est la goutte qui fait déborder le vase, qui permet de faire bouger les choses. Quelques exemples. En 2009, la Cour des comptes rend un rapport accablant sur l'attribution des marchés de sondage à l'Élysée. Et puis aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes mises en examen. Qu'est-ce qui s'est passé? Anticor a porté plainte et a même forcé le parquet à ouvrir une enquête parce qu'il ne voulait pas. Donc on a fait annuler le refus du parquet d'ouvrir une enquête devant la Cour de cassation. 3 ans de combat, rien que pour déclencher l'enquête. Mais voilà, s'il n'y avait pas Anticor, il n'y aurait pas eu d'enquête du tout, alors que le rapport de la Cour des comptes était bien évidemment public. Autre exemple, Agnès Salle, au début la ministre de tutelle nous dit pas de problème, elle ne va pas démissionner, et puis aujourd'hui non seulement Agnès Salle a démissionné, elle a remboursé, elle a plaidé coupable et elle a été condamnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Anticor a déposé plainte. Affaire Mathieu Gallet, la même chose, entre l'article du Canard enchaîné et le procès qui va bientôt avoir lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Anticor a déposé plainte, sinon il ne se passait rien. Dernier exemple, l'affaire Richard Ferrand. Le procureur ne voulait pas ouvrir d'enquête, et puis quelques heures après le dépôt de la plainte d'Anticor, il change d'avis. C'est bizarre. Bon, voilà, donc c'est cette petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est peut-être même une goutte d'huile qui met un peu de graisse dans les rouages, on ne sait pas, mais en tout cas c'est une goutte d'eau un peu utile visiblement, même si ça nous étonne qu'on soit, qu'il faille l'action Anticor pour déclencher des enquêtes dans des choses qui sont évidemment public et connu par tous. Alors Anticor ne passe pas sa vie, encore une fois on ne pourrait pas à déposer des plaintes et des recours, c'est une association qui promeut le comportement vertueux en organisant des conférences, en organisant chaque année une cérémonie de remise des prix éthiques et des casseroles, c'est assez drôle, d'ailleurs c'est à Paris aussi, c'est un moment toujours très, très amusant. Et à part pour les casseroles, pour ceux qui les reçoivent, généralement ils ne viennent pas, je n'ai toujours pas compris pourquoi. En tout cas, voilà, on rédige également des chartes éthiques à chaque élection pour inviter les candidats à reprendre nos propositions dans leur programme, et puis on organise des universités chaque année. Donc voilà, Anticor n'est pas du tout le café du commerce avec des gens qui se contenteraient de dire il n'y a qu'un faucon ou tous pourris. C'est absolument pas notre état d'esprit. C'est une association qui cherche à réfléchir, qui travaille sur les textes, qui travaille sur la jurisprudence, qui regarde ce qui se passe ailleurs, et ce qui nous permet aujourd'hui quand même de savoir peu ou prou de quoi on parle. Ce qui explique la crédibilité dont on jouit auprès des médias, et ce qui explique pourquoi on est auditionné aujourd'hui à chaque projet de loi portant sur la moralisation de la vie politique. Anticor est auditionné devant le Sénat et l'Assemblée nationale parce que voilà, on détient une certaine expertise, même si c'est peu connu et peu médiatisé, c'est vraiment
ce dont on est le plus fier. Par exemple, dans le projet de loi, enfin dans la loi Sapin 2, nous avons œuvré pour améliorer la définition des lanceurs d'alerte. On en reparlera tout à l'heure, mais entre la définition initiale et la définition finale, nous avons été auditionnés, on a expliqué qu'elle n'était pas bonne, et au final, on a aujourd'hui une définition très correcte des lanceurs d'alerte, alors qu'initialement, on avait une définition qui servait à rien. Donc on a, voilà, encore une fois, c'est pas très connu et pas très médiatisé, mais c'est des choses qui sont très utiles et qui font avancer un petit peu les choses. Alors l'an dernier, nous avions organisé une université sur le thème « Que changer pour tout changer ». C'était une université calibrée pour l'élection présidentielle, hein, pour peser un petit peu sur le débat. Et nous avions dans le même temps lancé une grande charte éthique pour la présidentielle qui contenait une dizaine de mesures. On invitait les candidats à les reprendre évidemment. C'était 10 mesures pour moraliser la vie politique. Et pour tout vous dire, pour tout vous avouer, nous n'avions pas eu un grand retentissement à l'époque, c'était il y a un an. Je me rappelle d'ailleurs, Jean-Yves était là, nous avions organisé une conférence de presse pour présenter très fièrement nos 10 mesures, sur lesquelles on avait travaillé plusieurs mois. Et aucun média ne s'était déplacé. Il y a un an, c'était un thème qui n'intéressait strictement personne. Et puis, vous avez remarqué que le thème s'est un petit peu invité, pour ne pas dire s'est imposé dans le débat présidentiel avec l'affaire Pénélope Fillon. Et puis tout le monde s'est intéressé à Anticor, à ce qu'on pensait, à nos propositions. On a été fortement médiatisé pendant cette période, ce qui nous a permis, non pas d'accabler un tel ou un tel, ce qui ne nous intéresse pas, mais de ressortir nos propositions, de montrer l'intérêt de changer la législation pour éviter les abus futurs. L'idée n'étant pas, encore une fois, d'accabler un tel ou un tel, mais d'éviter, lorsqu'on détecte un abus, de l'éviter pour l'avenir. Donc nous avons été on a d'ailleurs été assez surpris, nous avons été extrêmement invités nous avons été souvent invités par les médias à nous exprimer. Et puis c'est un thème qui a fortement impacté la présidentielle, voire même peut-être faussé le résultat, je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui c'est un thème qui est incontournable. Alors, cette année, nous avons un petit peu changé évidemment le thème, c'est la démocratie à l'ère du soupçon, parce qu'évidemment, il s'est passé pas mal de choses depuis la présidentielle. Alors tout d'abord, cette affaire Pénélope Fillon, qui était un peu incroyable et qui montre quand même la coupure entre les élus et les électeurs. Rappelez-vous, Pénélope Fillon a été ovationnée dans un meeting, ovationnée par je crois, 10 000 personnes. Alors ça montre quand même la coupure entre les citoyens un peu excédés et une classe politique qui ne comprend pas où est le problème. Parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Quelques mois après cette standing ovation de Pénélope Fillon, en mars 2017, à un mois de l'élection, il y a eu un sondage de l'IFOP, fait sur plus de 2000 personnes, donc un sondage plutôt assez sérieux, où 74% des personnes interrogées déclarent que pour eux, les hommes et les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques sont corrompus. 74% des citoyens sont convaincus donc d'avoir une classe politique corrompue, ce qui est quand même pas une bonne nouvelle dans une démocratie. Et puis il y avait une autre question, c'est quelles sont pour vous les qualités principales que doit avoir un président de la République. 65% ont déclaré qu'il devait être honnête. Donc on me dirait c'est quand même déjà bien, mais il y a quand même 35% qui ne voient pas l'intérêt d'avoir un président honnête. Et ça, c'est une vraie question. Parce que comment voulez-vous imposer aux élus d'être honnêtes si nous-mêmes, les citoyens, nous ne sommes pas complètement convaincus de l'intérêt? Donc il y a 35% des gens qui ne font pas le lien entre des élus honnêtes et leur propre quotidien. Il y a 35% des gens qui ne comprennent pas qu'ils sont eux-mêmes victimes de la corruption. Ou de fraude fiscale. En matière de corruption et de fraude fiscale, il y a des victimes directes, il y a des assassinats, il y a des suicides, on pourrait vous citer beaucoup d'exemples. Mais nous sommes tous victimes de manière diffuse de la corruption, soit parce qu'on va payer plus d'impôts, soit parce qu'on aura des services publics de moins bonne qualité, soit parce qu'on aura des prestations sociales diminuées. Nous sommes tous victimes. Le coût de la corruption et de la fraude fiscale dépasse très largement le déficit de la France. Très largement. Ce qui veut dire qu'on serait non pas en train de gérer l'austérité, on serait en train de gérer l'excédent, on rembourserait la dette de la France. Aucun économiste n'est en capacité de vous dire comment on va rembourser la dette. À Anticor, nous, on vous donne une solution, c'est-à-dire de lutter contre la fraude fiscale et la corruption pour faire rentrer l'argent. Donc il y a 35% des Français qui n'ont pas compris, cette chose simple, c'est qu'en fait, c'est eux qui payent. Voilà, donc il y a eu cette campagne électorale, il y a eu ensuite 4 ministres qui ont démissionné quasiment après avoir été nommés.
peut-être il y en a une cinquième qui va bientôt démissionner, qui est dans le collimateur de la justice. Et puis il y a eu les lois sur, non pas la loi, mais les lois pour la confiance dans la vie politique, une loi ordinaire, une loi organique, qui sont très en deçà, évidemment, de nos attentes et de ce qu'on aurait pu espérer. J'ai été moi-même auditionné par le ministre de la Justice. Eric Alt, mon vice-président, dont je salue la présence, a été auditionné par le Sénat et par l'Assemblée. Et on reconnaît volontiers qu'on n'a pas été très convaincant, puisqu'on n'a pas réussi vraiment à faire avancer les choses, notamment ce fameux verrou de Bercy. Et vous avez raison de le relever, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Donc nous avons des lois aujourd'hui pour la confiance dans la vie politique, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Au début, elle devait s'appeler les lois rétablissant la confiance, donc c'était très ambitieux. Maintenant, c'est les lois pour la confiance. Vous voyez, il y a quand même une ambition un peu moindre. Et les mesures les plus intéressantes sont renvoyées à une hypothétique révision constitutionnelle. D'ailleurs, plus personne ne parle. Même le président n'évoque plus cette révision constitutionnelle, qui était pourtant qui est essentielle, puisque les mesures principales seraient dedans, notamment la limitation des mandats dans le temps. Ou, par exemple, on pourrait également y inclure le casier judiciaire vierge, etc., etc. Voilà, donc dans ce cadre-là, effectivement, nous sommes dans une démocratie à l'heure du soupçon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit s'habituer? Est-ce qu'on doit lutter? Si oui, comment? Quelle priorité? Parce qu'évidemment, en la matière, c'est illimité. J'ai en tête les paroles de Gandhi qui disait lorsqu'on ne fait pas partie de la solution, c'est qu'on fait partie du problème. Donc j'ai quand même le sentiment que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui ont envie de faire partie de la solution, et je vous en remercie. Je vous souhaite de bons travaux, et vous avez remarqué que aujourd'hui il y aura double travaux, il y a les travaux intellectuels et puis des vrais travaux à côté, vous nous en excusez, mais c'est peut-être pour ça qu'un jour on a appelé ça des travaux, parce que peut-être que le premier organisateur d'université a eu le même problème. On se retrouve tout à l'heure, et bonne université.